Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Edgar Morin, merci donc de bien vouloir ouvrir cette journée. Je rappelle pour ceux, je ne pense pas qu'ils sont très nombreux, qui ne vous connaissent pas, que vous êtes philosophe, sociologue, vous êtes l'auteur d'une cinquantaine de livres, vous êtes l'un des plus grands intellectuels français. Et parmi ces livres, je tiens à citer un ouvrage dont Nicolas a déjà fait mention. Il s'agit de La méthode. Vous le considérez, je crois, ce livre comme l'une de vos œuvres, votre œuvre majeure. Vous y avez consacré 30 ans de votre vie. C'est un voyage au pays de la connaissance dans lequel vous nous invitez à repenser le monde de façon systémique. Et le dernier tome de ce livre, en effet, qui est paru en 2004, je le montre ici, c'est l'éthique, donc il est intitulé comme ça. C'est précisément le thème de notre journée d'aujourd'hui. Donc merci encore. Je vous laisse la parole pour nous parler de ce vaste sujet. Merci Edgar Morin. Bon, je vous remercie de votre accueil. Merci les promoteurs et organisateurs de cette rencontre. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous définir ce qu'est le bien, ce qu'est le bon. Je vais d'abord, comme préliminaire, m'interroger sur les sources de l'éthique. Et ces sources, j'en vois deux sources absolument essentielles et qui se définissent par ces deux mots, solidarité et responsabilité. Et ces sources sont profondes dans notre humanité. L'humanité, l'humain, il faut le définir toujours d'une façon trinitaire. L'humain, c'est l'individu, bien entendu, c'est la société, c'est aussi l'espèce, mais ces trois réalités ne sont pas purement juxtaposées, puisque l'espèce est dans l'individu avec nos gènes, la société est dans l'intérieur de notre individualité avec sa culture, ses langages, ses mœurs, et donc nous ne sommes pas seulement dans l'espèce et dans la société, ils sont en nous, ces trois réalités sont liées. Alors quand je considère ces sources de l'éthique, elles sont antérieures à nous, elles sont, disons, dans l'espèce, elles sont biologiques. Elles sont extérieures à nous en tant qu'individus, apparemment. Elles sont dans la société. Et elles sont intérieures en nous. Elles sont dans notre subjectivité. Antérieures à nous, dans quel sens? Dans le sens où nous avons constaté, avec les études d'éthologie animale, notamment chez les mammifères, nos cousins, les loups, les singes et autres, que, effectivement, si dans leur société, il peut y avoir des conflits intérieurs, notamment pour la domination, il y a solidarité du groupe par rapport à l'adversité ou à l'adversaire ou à l'ennemi, la proie, pour la recherche de la proie, la chasse pour les loups ou pour la défense pour les biches. Donc, si vous voulez, vous avez déjà ce principe qui n'est pas nommé, mais qui est présent et sans lequel il n'y aurait pas de société. Donc, extérieur à nous, dans notre société, la société ne fait pas que seulement que nous interdire le mal, le crime, le vol, le délit. Elle nous apporte de la solidarité, ne serait-ce que sous forme de solidarité sociale, etc. Et elle-même nous apporte... Nous-mêmes, nous nous sentons solidaires dans l'adversité, quand il y a une catastrophe ou contre un adversaire, contre un ennemi. D'ailleurs, une société est la combinaison de ces deux termes que le sociologue allemand appelait Gesellschaft et Gemeinschaft, communauté et société. C'est-à-dire, tout ce qui est communauté, discours relie et solidarise et fraternise, et société, tout ce qui constitue de la concurrence, de la réalité, des rapports interpersonnels égoïstes. Et à l'intérieur de nous, en tant que sujet, nous avons comme un double logiciel, c'est-à-dire un premier logiciel qu'on peut appeler l'égocentrique, moi, je, et quand je dis égocentrique, c'est-à-dire que je me mets au centre de mon monde. Et cet égocentrisme pousse évidemment à me nourrir, à me défendre
et à me donner cette primauté par rapport au reste du monde. Mais vous savez que dès l'enfance, dès la naissance, il apparaît un autre logiciel qui est le nous, l'appartenance à nous, la fraternité avec un tu. On a besoin du bercement, de la caresse, de la famille, et puis ce nous se développe justement dans la famille, dans les amitiés, dans la solidarité nationale ou religieuse, etc. Donc, il y a, si vous voulez, à la fois dans notre personne, dans notre société et dans notre nature biologique, quelque chose qui est cette source solidarité, responsabilité, mais qui n'est pas la seule, puisque nous avons aussi une source contraire. Ce n'est pas seulement chez l'individu qui a la tendance à l'égoïsme, la société tend aussi à être autocentrique, à se refermer souvent par rapport à un étranger, par rapport à un ennemi. Et l'espèce aussi tend à vouloir elle-même utiliser, comme c'est arrivé dans notre civilisation, à exploiter une nature extérieure qui, bien qu'elle lui soit indispensable. Donc voici deux éléments importants, ou plutôt nécessaires à mes yeux, c'est-à-dire les sources de l'éthique sont la solidarité et la responsabilité, mais elles sont elles-mêmes en conflit ou en concurrence avec quelque chose qui est toujours refermé sur soi, égocentrique, autocentrique, etc. Cela étant dit, j'en viens à la crise éthique contemporaine. La crise éthique contemporaine, elle tient effectivement à l'affaiblissement de solidarité traditionnelle, par exemple celle de la grande famille, solidarité avec des oncles, tantes, cousins, etc., qui n'existe plus, et même, disons, la petite famille elle-même est soumise à des forces de destruction. Vous avez les solidarités de voisinage et de village qui ont disparu. Vous avez des solidarités de travail qui se sont beaucoup affaiblies. Vous avez dans la vie quotidienne de la ville des solidarités spontanées où on venait en aide à celui qui tombe dans la rue. Aujourd'hui, le passant continue sa voie en disant ben, le SAMU n'a qu'à s'en occuper ou bien les flics. Donc, vous avez cette disparition qui tient à quoi? Qui tient pas seulement au fait que l'individualisme contemporain a deux faces. La première face très positive, qui est l'autonomie et qui permet, disons, aux jeunes de choisir leur conjoint ou leur compagne ou compagnon, ou bien de choisir leur métier. Enfin, il y a l'autonomie qui avait toutes ces valeurs de responsabilité, mais l'autre face, c'est évidemment l'égoïsme, le retrait, le penser d'abord, le moi d'abord, et justement, dans la dissolution des communautés, nous avons un développement de l'égocentrisme et de l'égocentrisme. Tout ça est favorisé par quoi? Par le morcellement et la compartimentation de chacun dans une cellule sociale, bureaucratique ou de travail hyper spécialisée, ou enfermé dans une partie, on tend à perdre de vue le tout auquel on fait partie. Il y a donc aussi dans nos grandes villes la tendance à l'anonymisation, à l'impersonnalisation des relations qui fait que des gens qui habitent un même immeuble ne se saluent même pas quand ils se rencontrent dans un couloir ou dans un ascenseur. Et vous avez aussi, disons, aussi dans notre société, une survalorisation de la notion de profit et de la notion de gain. Et donc, vous avez déjà pas mal de facteurs qui, dans le fond, vont dans le sens de la dégradation de la responsabilité et de la solidarité. Et j'ajoute qu'en cas de crise, que ce soit une crise économique comme celle que nous vivons encore, ou une crise de civilisation, comme à mon avis celle que nous vivons, que se passe-t-il? C'est que les angoisses des individus et les craintes par rapport à l'avenir, et ne serait-ce que par rapport aux parents,
entraîne toute une série de phénomènes que nous avons déjà bien vus, moi personnellement, dans les années 30, avec des poussées de refermeture sur sa propre communauté ethnique, nationale, raciale ou soi-disant raciale, et en plus considérer que ce qui est extérieur, souvent comme bouc émissaire, c'est-à-dire coupable, lui est responsable des maux qui arrivent. Donc, voilà, donc, si vous voulez, en préliminaire à mon discours, le cadre dans lequel je vais faire mon exposé. Maintenant, j'en viens à un point qui est quand même très important aujourd'hui, qui est une époque d'interdépendance des nations et, disons, de mondialisation, c'est qu'aujourd'hui, la problématique communautaire fermée, par exemple celle de la nation, ou je dirais pas du nationalisme, qui est tout à fait différent du patriotisme, comme le disait très bien Jaurès. Le nationalisme, c'est avant tout le rejet, le mépris, le dédain de l'autre, de l'étranger. Le patriotisme, c'est l'amour de sa patrie, mais qui peut être ouverte. Jaurès disait que l'internationalisme et le patriotisme sont extrêmement liés l'un à l'autre. Alors donc, si vous voulez, aujourd'hui, le problème éthique qui se pose, c'est bien entendu être responsable et solidaire de sa communauté, qu'elle soit familiale, régionale, bien entendu nationale, religieuse, si on est religieux, ou politique, etc., mais en même temps d'être ouvert sur quelque chose de plus grand qui est l'humanité. Déjà, si vous voulez, la Déclaration des droits de l'homme posait le problème que tout être, quel qu'il soit, quel que soit son sexe, son origine, méritait la même reconnaissance de sa plénitude humaine. Et ça, c'est un point d'éthique universaliste, fondamental, acquis par notre civilisation, ou du moins acquis dans son principe, parce que vous savez que bien qu'on ait promulgué les droits de l'homme en 89, ça n'a pas empêché les nations, ou la France, d'être une nation qui a été colonialiste et qui n'a pas appliqué ces fameux droits à l'égard des colonisés. Mais enfin, le principe est là, dans sa virtualité humaine. Et donc, aujourd'hui, nous voyons dans le phénomène de la mondialisation qui apporte une communauté de destin pour tous les humains, où qu'ils soient, puisque nous avons les mêmes périls, qu'ils soient nucléaires, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient fanatiques, etc. Vous avez une communauté de destin qui ne peut que renforcer ce sentiment d'appartenance qui est de responsabilité et de solidarité avec l'humanité, l'ensemble de la communauté humaine. Et c'est intéressant de penser que l'individualisme, lui-même, il est ambivalent. Il risque évidemment de se permettre, comme je l'ai dit, mais en même temps, il apporte un affaiblissement éthique dans un sens, mais dans un autre côté, il permet de développer une éthique plus ouverte, plus universelle, plus coopérative, plus européenne, plus mondiale, plus universelle. Donc, si vous voulez, voilà un peu ce qui est important dans l'éthique, disons, humaine de responsabilité et de solidarité. Cette éthique vaut pour le proche, pour le voisin, elle vaut aussi pour le Chinois, pour l'Indonésien, pour l'Africain, dans son principe. Alors, voici donc la clôture de mes préliminaires, et j'en viens à quelques points qui me semblent nécessaires d'indiquer et qui sont en général absents de tous les traités d'éthique. Le premier point, c'est ce que je vais appeler l'incertitude éthique. Ça veut dire quoi? Il y a un fait que entre la décision, qui elle-même est l'aboutissement d'une réflexion, et l'action,
il se passe que l'action entre dans un milieu où interviennent des interactions, des rétroactions qui, du reste, peuvent et souvent en modifient le sens, en détournent le sens et parfois va dans le sens contraire de celui qu'on a vu. On croit agir pour le bien de l'humanité en adhérant au Parti communiste dans les années du siècle dernier, et effectivement, subjectivement, on est plein de bonnes intentions, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, on travaille pour un système de domination totalitaire. Ou bien on prend une décision de se lancer dans une guerre, comme prennent les chefs d'État, et sûr de la victoire, comme ce fut Hitler par exemple, et finalement ça aboutit à la défaite, ce fut le cas de Napoléon III, etc. Autrement dit, il y a un fait général que moi j'ai appelé l'écologie de l'action, et qui fait que toute action, à un moment donné, n'obéit plus à l'intention qu'il a déterminée au départ. C'est le milieu qui la transforme, où elle se passe. Par exemple, nous agissons pour le bien de l'humanité en croyant dominer la nature, et finalement, la dégradation de la nature elle-même se retourne contre nous. Tout ceci doit être dit. Ça veut dire quand même, ça veut dire que toute décision, et y compris la décision éthique, est un pari. Et qu'une fois qu'on a fait ce pari, elle appelle une stratégie pour pouvoir essayer que l'action ne se détourne pas trop de l'intention, ou si elle ne réussit pas, on l'abandonne, comme à la NASA, détruit un missile qui ne suit pas la bonne route. Donc, vous avez et c'est une chose très importante, parce que le grand philosophe Kant définissait la morale uniquement par les bonnes intentions, alors que, en fait, sans examiner les conséquences de la décision prise pour les bonnes intentions, et que ces conséquences peuvent être perverses et peuvent être dangereuses. Et de toute façon, il y a une limite à la prédictabilité, et plus la prédiction va vers le futur, plus elle est infirme, d'autant plus que la prédiction ne peut pas se borner à projeter dans le futur les courants du présent. Il faut aussi qu'elle suppose que des imprévus, des inattendus surgissent, ce qui s'est toujours passé dans l'histoire passée et qui va se passer à nouveau. Donc, nous arrivons, ce qui est général, mais qui vaut pour l'éthique, la double nécessité d'un principe de risque et d'un principe de précaution. Voilà deux principes contradictoires, mais qu'il s'agit dans la vie d'essayer de conjuguer. Et du reste, Périclès a très bien exprimé ça en parlant des Athéniens. Périclès a dit: nous savons à la fois, nous Athéniens, faire preuve d'une audace extrême et de n'entreprendre rien qu'après mûre réflexion. Alors que chez les autres, la hardiesse est un signe d'ignorance et que la réflexion paralyse toute décision. Vous voyez donc que ce qui vaut en général pour toute action, que ce soit une action économique, politique, elle est valable pour l'action éthique. Nous ne sommes jamais sûrs des résultats et il faut faire très attention à tout ceci. Ça veut dire qu'il y a un principe d'incertitude éthique, c'est-à-dire des effets souvent, parfois secondaires, pervers, d'une action salutaire, et ces effets pervers peuvent devenir principaux. Bon, vous lisez une notice d'un médicament qui vous donne les effets pervers possibles, mais quand il s'agit du Mediator, il est évident que les effets pervers sont devenus les effets principaux. Donc, il y a un problème d'une attention et d'une vigilance éthique. Et il y a une incertitude dans la relation des fins et des moyens. Nous savons très bien aussi
que les moyens eux-mêmes vont retentir sur les fins, et que si vous employez des moyens ignobles pour une cause noble, ils vont pervertir la cause et la finalité noble. Et d'où la nécessité, effectivement, de combiner les deux. Mais ça, c'est la notion éthique. Mais il y a des cas extrêmes où vous pouvez, au contraire, penser que dans des cas de péril extrême, employer des moyens non nobles pour sauver la cause noble. C'est aussi une affaire de diagnostic, de moment et d'art. Mais ce qui est plus remarquable, c'est qu'il s'est passé dans l'histoire la dérive où les fins se transforment en moyens. D'abord, regardez ce qui est devenu, par exemple, le système policier et concentrationnaire que la révolution soviétique a instauré pour lutter contre ses ennemis de l'extérieur avant tout et aussi de l'intérieur, et qui sont devenus finalement le noyau même du système. Vous avez par exemple Trotsky qui a dit « est moral tout ce qui sert la révolution ». C'est-à-dire que et comme lui-même, il avait un mot d'ordre quand il était chef de l'armée rouge, quand arrivait un problème, quelque chose qu'il n'avait pas, il avait une seule réponse, fusiller, fusiller. Donc vous voyez qu'on est persuadé d'être moral parce qu'on agit pour la cause la plus noble qui est la révolution, et en fait on trahit effectivement cette éthique. Vous avez donc cette permutation des fins et des moyens. Et puis vous avez aussi des problèmes. Un certain Hippocrate disait que, évidemment, il faut traiter les causes d'une maladie et non pas les symptômes. Mais quand il y a péril de mort, on traite d'abord les symptômes et après les causes. Donc, selon la situation, il faut voir quelle est la primauté et comment les finalités peuvent varier selon les circonstances. Et, par exemple, on peut à un moment donné, quand on est dans une époque de régression, transformer une éthique de progrès en une éthique de résistance, c'est-à-dire de défendre les valeurs qui demeurent comme on peut. C'est-à-dire, là-dessus, à un moment donné, on peut abandonner la recherche du mieux ou du meilleur pour se consacrer à éviter le pire. Incertitude éthique, il faut savoir à quel moment, et je viendrai à ce problème très, très important. Et vous avez aussi des dérives et des inversions. C'est une chose que j'ai vécue aussi, puisque je suis d'une génération qui a baigné dans le pacifisme issu de la guerre de 14, et on disait jamais plus la guerre était la chose à bannir, le mal absolu, et là-dessus arrive la montée de l'hystérisme et les revendications, et là-dessus, ça arrive à que faire? Est-ce qu'il ne faut pas sauver la paix à tout prix, comme on dit ceux qui ont fait Munich, ou bien de façon à ce qu'on peut, à ce moment-là, peut-être faire rentrer le nazisme dans le concert des nations, ou est-ce qu'au contraire, il faut résister à tout prix? Là-dessus, incertitude. Ce n'est qu'après que l'on bien se rend compte que toutes les concessions faites n'ont servi qu'à alimenter quelque chose de fondamental qui était propre à l'Allemagne nazie et qui était la domination sur l'Europe et l'esclavagisation de toute l'Europe de l'Est. Donc, vous voyez, et puis j'ai vu, moi, des pacifistes devenir évidemment partisans de la collaboration parce que c'était éviter la guerre, et à une époque où cette collaboration se faisait dans un cadre d'une domination de l'Allemagne. Mais quand il y a eu la guerre avec l'Union soviétique et avec l'Amérique, ces pacifistes sont devenus des collaborateurs d'une guerre, alors qu'ils voulaient la paix. Et combien de gens dérivés des communistes venus par amour de l'humanité, par idéal, qui se sont transformés en sectaires ou voire en bourreaux dans certains pays où ils ont dominé. Donc, vous voyez aussi ce problème capital des contradictions éthiques. Non, pardon, excusez-moi, des incertitudes éthiques, parce que j'en viens au deuxième problème
qu'on tente à négliger, qui est celui des contradictions, c'est-à-dire le conflit entre deux devoirs impérieux l'un et l'autre. Alors, là-dessus, il y avait un exemple que me donnait le professeur Massignon, ce grand homme qui connaissait tellement bien le monde arabe, et qui donnait cet exemple, en disant, au cours d'une vendetta, un homme d'une tribu a assassiné un homme de l'autre tribu qui lui-même avait assassiné, évidemment. Là-dessus, il est pourchassé par les frères de celui qui l'a assassiné. Et à la nuit tombante, il va chercher refuge dans une tente où il y a la femme de celui qui l'a tué. Et la femme, elle est soumise à deux devoirs contradictoires. L'hospitalité, qui est un devoir sacré, et la vengeance, qui est un devoir sacré. Elle trouve le moyen de résoudre le problème. Elle donne l'hospitalité pour la nuit, et le lendemain, elle va avec les frères pour tuer cet homme-là. Vous avez d'ailleurs dans 93 de Victor Hugo un exemple aussi de devoir contradictoire qui est arrivé à son héros, Gauvin. Bon. Alors, donc, vous avez l'histoire de Créon et d'Antigone est très intéressante parce que c'est ces deux devoirs impérieux qui sont en conflit, cette fois avec deux personnages différents. L'un, c'est la société, et Polynice qui a trahi la société, enfin, Thèbes doit mourir. Antigone, la piété familiale, je dois lui faire une tombe. Et ce conflit entre, disons, le devoir pour ses proches et le devoir plus large pour sa société peut exister aussi de façon extrêmement grave. Et d'ailleurs, je dirais qu'il y a une contradiction interne à notre démocratie, à la démocratie en général, parce que la démocratie doit tolérer toutes les expressions, y compris celles de partis ou mouvements qui veulent détruire la démocratie. Ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a fait aussi en Allemagne en 1933, et on a vu que c'est de façon démocratique que le parti nazi est arrivé au pouvoir, de même qu'en Algérie, le mouvement islamiste est arrivé légalement au pouvoir pour lui-même installer un système religieux absolu. Donc, vous avez la contradiction. À quel moment faut-il interdire ou ne faut-il pas interdire ces partis dangereux? Il est évident que quand le nazisme était un petit parti minable dans les années 20, il n'était pas question de l'interdire, il s'agissait d'interdire ces violences. Mais voilà, à un moment donné, se posent des problèmes, contradictions éthiques. Nous avons beaucoup de contradictions éthiques. Vous avez la contradiction entre les besoins urgents et les besoins essentiels, et parfois même nous sacrifions l'essentiel à l'urgence. Nous avons des contradictions entre, disons, au sein même du réalisme. Pourquoi? Parce que le réalisme, ou bien vous concevez le réalisme comme l'adaptation à ce qui existe à un moment donné, et à ce moment-là, c'est un faux réalisme, puisque la réalité, elle est traversée de courants souterrains, de mouvements qui la transforment sans cesse, et c'est plus réaliste parfois d'être apparemment utopiste et de miser sur un mouvement qui peut très bien dans le futur épanouir un progrès humain et civilisateur que de vouloir rester dans l'immédiat. Donc voilà toute une série de contradictions, et je pense qu'aujourd'hui la science et la médecine moderne ont fait apparaître beaucoup de contradictions éthiques. D'abord, le principe hippocratique de toute médecine, c'est la vie sacrée. Et est venu maintenant le moment où des gens qui souffrent horriblement et qui sont agonisants demandent de supprimer leur souffrance. Ou bien c'est la famille qui demande. Vous avez eu un cas célèbre qui a défrayé les faits divers encore dernièrement, et où il y a ce conflit qui n'est pas seulement le conflit entre des médecins et des familles,
ces deux conflits éthiques. C'est le respect de la personne, la volonté de la personne de ne pas laisser se dégrader ou souffrir, ou bien la vie comme valeur absolue. Et vous avez aussi cette même polémique qui s'est retrouvée pour l'avortement, et où il y avait un impératif social, comme par exemple, qui a triomphé en Chine et qui a limité les naissances à un seul enfant, ou bien qui peut être démocratique et qui dit multiplier les naissances. Et vous avez l'impératif de la femme qui veut être libre et ne pas dépendre. Et puis vous avez aussi l'impératif de la vie, parce que l'embryon est déjà un être vivant. Dans cette contradiction, vous faites des paris, vous faites un choix, vous dites, bon, moi, ce que j'ai fait, j'ai approuvé la loi Veil, je dis, ce qui prime aujourd'hui, c'est la nécessité et la liberté de la femme. Donc, voilà, vous avez, et aujourd'hui, avec la procréation assistée, avec les nouveaux élargissements de la famille homophobe, etc., vous avez le conflit d'éthique, ne serait-ce qu'une éthique propre à la religion catholique dominante, et une autre éthique qui est plus laïque. Donc, voilà toute une... Et alors donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? On fait un choix, on fait un pari, on ne peut pas éviter une certaine incertitude. Alors, donc j'ai dit incertitude éthique, contradiction éthique. Troisième point, les aveuglements éthiques. Là, j'en ai donné déjà quelques-uns, quelques exemples. On croit travailler pour la paix, en fait, on travaille pour la guerre, sans s'en rendre compte. Bien. On croit travailler pour l'émancipation humaine, en fait, on travaille pour son assouvrissement. Bon. Donc, je répète, l'enfer est bourré, pavé de bonnes intentions. Et ici, il est nécessaire que l'éthique soit toujours dotée d'une pensée rationnelle, c'est-à-dire d'une pensée qui essaye d'examiner la situation. Il y a Pascal qui a eu une formule très expéditive, mais très forte. Il a dit « Travailler à bien penser, c'est le secret de la morale ». Ça ne veut pas dire qu'il réduit la morale uniquement à une bonne pensée, ça veut dire qu'il faut réfléchir toujours aux possibles connaissances de son action. Et il y a une autre formule qui me semble très bonne, c'est celle de Joubert, qui dit « Dans une situation troublée, le problème n'est pas de faire son devoir, mais de le connaître. » Imaginez le trouble des esprits en juin 1940, quand le désastre total de l'armée française, l'invasion allemande, le fait qu'un maréchal respecté par sa gloire, guerre de 14-18, demande l'armistice, le fait qu'un général dit on ne peut pas capituler devant l'ennemi, il faut continuer la guerre. Dans cette situation troublée, où est le devoir? Certains l'ont vu avec Roland de Gaulle, d'autres ont cru que c'était Pétain qui allait sauver les meubles. Bon, c'était une époque d'incertitude. Avec cette différence, c'est que dans de Gaulle, il n'y avait pas seulement le « nous », on refuse de céder à l'ennemi, il y avait un argument, il y avait une pensée. Et quelle est sa pensée? Il l'a exprimée dans le discours du 18 juin. Il l'a dit, des forces énormes ne sont pas encore entrées dans la guerre. Bien entendu, c'était un pari, c'était pas sûr, mais c'était vrai que ni l'Union soviétique ni les États-Unis. Donc, vous voyez, les aveuglements éthiques, il faut penser à tout ça. Et donc, la pensée, la réflexion, la rationalité sont indispensables à l'éthique comme complément. L'éthique ne se réduit pas à la pensée, c'est une impulsion, c'est un impératif, si vous voulez. C'est ça qui fait le caractère propre de l'éthique, mais elle doit s'accompagner toujours d'une pensée. Alors, nous allons arriver maintenant à
cette idée d'une nécessité de stratégie, de prendre conscience de l'incertitude éthique, de prendre conscience des aveuglements éthiques. Et je reviens par exemple, le tueur aveugle, assassin, qui lance une bombe, qui tue des tas de gens, et il est persuadé qu'il fait un acte éthique. Il est persuadé qu'il fait l'acte le plus moral qui soit. Donc c'est ça le côté monstrueux qui peut arriver. Il ne suffit pas de se croire dans la vertu, il faut quand même avoir un minimum et ne pas avoir dans une conscience close, enfermée, sectaire. Bon, alors cela étant dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une complexité éthique, puisque l'éthique comporte en elle-même de l'incertitude, des contradictions, des conflits d'impératifs, des risques d'aveuglement. Alors, j'arrive maintenant à une nouvelle partie que j'appelle les exigences éthiques contemporaines. Donc, exigences éthiques contemporaines, tout d'abord une idée très générale, ressourçons-nous dans les fontaines de solidarité et de responsabilité. Ressourçons-nous à ça. Bien entendu, il ne suffit pas de le dire en parlant, il faudrait faire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a de contemporain? Il y a la résistance aux deux barbaries qui, à nouveau, nous menacent. Quelle est la première barbarie? La barbarie, elle vient des fonds des âges historiques. Nous la voyons, elle s'est déchaînée en Syrie, elle s'est déchaînée dans pas mal de guerres locales encore, déjà au Soudan. Et cette barbarie, c'est quoi? C'est pas seulement qu'on s'entretue, c'est qu'on veut asservir, on veut humilier, on veut torturer. Cette barbarie-là, elle a été même présente dans ce qu'a fait pendant la guerre d'Algérie, certains éléments de notre propre armée. Bon, la barbarie, cette barbarie-là, nous devons résister à ces forces de mort et de destruction qui, à nouveau, nous menacent. Nous ne savons pas encore de quelle façon, nous ne savons pas, mais elles sont présentes. Nous savons que le golfe Persique est une zone dangereuse, nous savons que partout des régimes durs avec des répressions policières s'installent. Bon, alors vous avez cette vieille barbarie, mais vous avez aussi une barbarie qui vient de l'intérieur de notre civilisation et qui est fondée, et d'abord qui se manifeste extérieurement par la domination du calcul comme mode de connaissance. Alors on calcule les sondages d'opinion, le PIB, le taux de croissance, etc. C'est-à-dire que finalement le calcul omniprésent, il va ignorer ce qui fait notre substance humaine, c'est-à-dire l'affectivité, le plaisir, l'amour, la joie, la tristesse, la douleur, etc. Donc, si vous voulez, vous avez ce calcul qui domine, qui prolifère, et vous avez aussi le déchaînement du profit sans entrave. Autant, si vous voulez, le profit est une chose naturelle dans les systèmes économiques de concurrence et des entreprises, etc., autant l'hypertrophie du profit, autant l'obsession du profit, autant la capacité par des moyens informatiques, de traders, de jouer dans les bourses, etc., autant la domination des puissances de profit sur la politique, c'est-à-dire la colonisation aussi bien des parlements européens que des ministères différents, par ce qu'on appelle les lobbies, qui sont les instruments de ces puissances énormes, ça, voilà un problème clé aujourd'hui qui nécessite évidemment pas seulement une révolte éthique, mais une pensée, une connaissance, une recherche des moyens d'action. C'est pas de dire ah non, c'est pas bien de faire ça. Nous sommes contre, mais comment refouler tout ceci? Là, il y a tout un problème qui se pose. Alors, tout ce qu'a dit le rapport du président Cazeneuve, que
de cette réunion. Il a cité évidemment les entreprises, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, la surexploitation des travailleurs dans les entreprises vouées à l'hypercompétitivité. Voici des problèmes absolument contemporains qu'on ne peut pas esquiver. Et puis, nous avons, si vous voulez, des problèmes de l'ambivalence de nos techniques. Ça a commencé avec la machine qui a servi à utiliser les énergies naturelles, à les exploiter, à servir ensemble les énergies matérielles. Et puis les machines elles-mêmes ont servi à exploiter l'ouvrier OS spécialisé sur machine, comme l'a très bien montré le film de Charlie Chaplin, n'est-ce pas, le type qui ne fait que le même geste automatique. Et aujourd'hui, cette chose-là a débordé l'usine et s'est répandue sur les services, sur les bureaux et partout. Vous avez, à ce moment-là, et vous avez par exemple le grand problème de l'intelligence artificielle. Autant l'intelligence artificielle peut être utile aux activités humaines et en économiser beaucoup d'autres, comme disons la voiture intelligente ou la ville intelligente, etc. Autant croire que les algorithmes d'une intelligence artificielle peuvent résoudre tous les problèmes humains, parce que l'histoire humaine est faite de création, de chute, d'inattendus, et que nul ne peut prévoir le futur. Comme l'a dit très bien un scientifique en disant les algorithmes de prédiction peuvent seulement prolonger le passé vers le futur, mais ils ne peuvent rien faire de plus. Donc nous avons encore cette incertitude et nous avons le risque d'être aliénés dans cette idée, penser que la solution de nos grands problèmes humains relève avant tout de solutions techniques, ce qui est une pure illusion et nous conduit à la grande illusion de l'homme augmenté que de l'idéologie de la transhumanisme est en train d'essayer de répandre. L'homme augmenté dans ses pouvoirs, c'est très bien, mais on oublie l'essentiel, c'est l'homme amélioré. Amélioré dans quel sens? Des meilleures relations humaines. Ce que nous constatons aujourd'hui et qui va se développer de plus en plus, ce sont des progrès scientifiques, techniques, de plus en plus sensationnels et extraordinaires, et une régression intellectuelle, éthique et spirituelle. Et comment? Et alors on oublie toujours que c'est vrai que l'homme, Homo sapiens, Homo faber, est capable de prouesses extraordinaires avec l'usage de sa raison et de sa technique, mais que l'humain reste un être extrêmement fragile, désarmé devant la souffrance, désarmé devant l'angoisse, désarmé devant la mort de ses proches. Nous sommes des êtres, vous savez, l'homme, c'est pas seulement l'homme raisonnable, c'est aussi l'homo demens, ce qu'avait très bien vu le philosophe Hobbes au XVIIe siècle, en voyant l'importance des passions humaines, en disant, voilà. Donc c'est ça la grande question éthique. Est-ce nous pouvons essayer de penser en dialectisant sans cesse notre rationalité et nos passions qui sont nécessaires et vitales, qui sont l'amour, qui sont l'amitié, qui sont la fraternité, qui sont la communion, qui sont... Voilà, c'est ça le grand problème. Et donc, nous avons aussi le problème dans la régression éthique et spirituelle qui sont confondues, le problème de repenser non seulement à les sauver, mais à leur donner un nouvel élan. Donc, voilà qui est important. Et aujourd'hui, dans les problèmes éthiques, nous avons un problème de résistance à une régression généralisée. C'est évident que nous avons dans le monde une crise de la démocratie. Il est évident que nous avons dans le monde un déchaînement des forces économiques. Il est évident que nous avons dans le monde un déchaînement de fanatisme,
de haine par rapport à l'autre, à l'étranger. Et non moins évident que nous voyons en ce moment même, au Chili, au Liban, en Équateur et dans d'autres pays, des foules qui se soulèvent, comme en Algérie aussi, mais avec des grandes aspirations, mais sans structure, sans pensée, sans avoir une pensée qui les guide, qui leur montre la voie, comme ça pouvait se trouver, même avec toutes les erreurs, disons, au XXe siècle, où il y avait des doctrines cohérentes, comme le marxisme, qui orientait pour le meilleur, pour le pire aussi. Mais aujourd'hui, il s'agirait de trouver aussi une pensée forte, cohérente, qui puisse guider ces aspirations profondes qui viennent des peuples. Alors, voilà un peu la situation. Et j'en arrive maintenant à Ah oui, je voulais dire aussi que dans cette situation de régression, il nous faut sauver des oasis de solidarité et de fraternité partout où déferle justement le contraire, ce qui a servi, ce qui nous objective comme des objets, ce qui nous machinise, ce qui veut en fait nous asservir. Donc voilà des problèmes devenus de plus en plus urgents. Maintenant, j'arrive à ma conclusion, en m'excusant d'avoir duré un peu de temps. Alors, la conclusion, moi, je mettrais le problème éthique au cœur de ce que j'appellerais un humanisme régénéré. Qu'est-ce que ça veut dire un humanisme régénéré? Bon, ça veut dire un humanisme qui élimine l'idée que l'homme doit être un être divin qui va dominer la nature et le monde. Non, mais ça veut dire aussi repartir de ces droits de l'homme qui ont déjà été formulés, reconnaissance de la pleine humanité à tout être humain, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Mais ça, c'est la base. Mais aujourd'hui, l'humanisme régénéré, dans les conditions d'interdépendance et de communauté de destin, l'idée d'humanité devient concrète. Au XVIIIe siècle, le chinois, l'indonésien, c'était abstrait. Mais aujourd'hui, on est dans le même destin. Aujourd'hui, M. Macron est en Chine et nous allons dépendre beaucoup de la Chine. Bon. Donc, vous avez aujourd'hui cette chose, vous avez cette communauté de destin. L'humanisme régénéré, c'est celui qui reconnaît à la fois l'unité et la diversité humaine. C'est-à-dire qui pense que, bien que nous soyons tous les mêmes génétiquement, anatomiquement, affectivement, etc., et physiologiquement, nous sommes tous différents, pas seulement individus, mais les cultures, les langues, et qu'à ce moment-là, la diversité est le trésor de l'unité humaine, comme l'unité humaine est le trésor de la diversité. Il ne faut jamais oublier que quand on respecte la diversité, il faut respecter l'unité, et vice-versa. Ça, c'est un point fondamental, parce qu'il y a ceux qui ne voient que la diversité et qui oublient qu'on a tous quelque chose de commun, et ceux qui ne voient qu'une communauté abstraite et qui ne respectent pas les diversités des cultures. Et ce problème se pose aujourd'hui à travers ce qu'on appelle le communautarisme, mais je ne veux pas m'étendre, je suis un peu trop... j'ai un peu trop parlé. Donc, si vous voulez, il y a ceci. Et enfin, l'humanisme régénéré consiste à penser que nous sommes dans une aventure humaine. C'est de ne pas croire que nous devons arriver à telle société qui va devenir statique. L'humanité est en aventure depuis la préhistoire et même depuis l'hominisation, et elle continue l'aventure toujours inconnue de l'époque où se situe, où nous nous situons. Mais il faut penser que qui aurait pu penser que l'Empire romain deviendrait un grand empire, et qui aurait pu penser qu'il aurait chuté, qui aurait pu penser que l'Empire ottoman, l'Empire soviétique serait... Donc, si vous voulez, nous sommes dans une aventure dont vous ne connaissez pas le terme, mais nous savons qu'elle est inséparable d'un conflit entre ce que l'on peut appeler Eros et ce qu'on peut appeler Thanatos. Eros, c'est les forces d'union, d'entente, d'amour, et Thanatos, les forces de mort et de destruction. La seule chose que nous pouvons être certains, c'est dire, prenons le parti d'Eros.
qui est en même temps le parti de l'éthique, qui est en même temps le parti de l'humanisme, mais qui a besoin de cette pensée, de cette connaissance, qui sans rien risque d'être aveugle. Et il ne suffit pas de vouloir le bien, il faut aussi essayer de penser à toutes les conditions où nous agissons. Alors, une fois que l'on a ceci, que nous sommes convaincus de ceci, le parti de l'éros et le parti de la pensée, ce sont la partie, constitue indissolublement le parti de l'éthique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Edgar Morin. Je voulais indiquer au public que si vous avez des questions à poser à Edgar Morin, qui est encore avec nous pendant un petit moment, n'hésitez pas à le faire. Vous avez des jeunes femmes qui sont dans la salle et jeunes hommes peut-être d'ailleurs, qui sont dans la salle pour vous apporter des micros. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous en avez encore le temps. Merci beaucoup. Des questions? Des mains qui se lèvent? Non? Ah, pardonnez-moi, je ne vous avais pas vu. Madame, je vous en prie. Bonjour et merci beaucoup pour ce discours très inspirant, un peu inquiétant et à la fois assez réaliste. J'ai une question vraiment très préliminaire et peut-être naïve. Vous utilisez dans votre discours de manière alternative, voire synonyme, le mot la morale et l'éthique. Donc je voulais savoir si pour vous, ces deux notions étaient totalement synonymes. La morale et l'éthique sont-ils synonymes à vos yeux? Alors, vous savez qu'on peut décider de distinguer ces notions qui souvent, dans la vie quotidienne, sont employées différemment l'une pour l'autre. On peut dire que la morale, pour les uns, c'est ce qui est institué dans les manuels de morale, dans les conseils de morale, dans les leçons de morale, disons ce qui est institué et conseillé ou enseigné, et que l'éthique est quelque chose qui vient beaucoup plus de l'intérieur, de l'esprit, comme impératif de celui qui vit l'éthique. On peut faire cette distinction, mais à mon avis, c'est pas tellement, parce qu'on peut aussi renverser les choses et dire que l'éthique, c'est l'ensemble des règles et que la morale, c'est ce qui est vécu. L'important, c'est qu'on distingue bien ce qui vient de l'extérieur, qui est enseigné, qui est institué, qui vient de la société, par exemple, et les 10 commandements, tout ce que vous voulez, que vous l'appeliez éthique ou morale, l'important est de distinguer ce qui vient de la société de ce qui vient de l'impératif intérieur. Voilà. Et moi, je n'entre pas tellement dans cette querelle. Autre question, monsieur, ici. Je vous en prie. Bernard Attali. D'abord, je voudrais dire mon immense admiration pour Edgar Morin, mais je voudrais lui poser une question relativement simple. Comment analyse-t-il le retour du religieux dans les sociétés contemporaines? Oui. Alors, tout d'abord, il faut considérer que le XXe siècle a été un siècle où il y a eu une grande religion de salut terrestre qui a été, disons, le communisme sous sa forme aussi bien soviétique que maoïste. Alors, pourquoi d'ailleurs, il faut remarquer qu'elle avait son messie qui était le prolétariat industriel, elle avait son apocalypse qui était la lutte finale, et finalement le triomphe du bien sur le mal, elle avait
sa prédestination qui était d'arriver à sa classe. Bref, si vous voulez, elle avait même son prophète qui était Mars. C'était donc une religion, et que, comme toute religion, a eu ses héros, ses bourreaux, ses saints, ses martyrs. Bon. Et on peut même dire, et d'ailleurs Toynbee l'avait fait, Toynbee avait montré que la nation suscitait un culte quasi religieux. Et on peut dire que dans l'Allemagne nazie, par exemple, c'est arrivé à un paroxysme où ce culte était en même temps un culte de la race aryenne, avec une mission de dominer le monde et donc de représenter le salut du genre humain qui était celui des Aryens. Donc le XXe siècle a vécu des religions terrestres et qui ont elles-mêmes un peu fait de l'ombre aux religions célestes. Mais ces religions se sont effondrées, et en plus parce que la difficulté d'une religion terrestre, c'est qu'on peut vérifier sur Terre si c'est vrai ou si c'est faux, alors que là-haut, on ne peut pas vérifier. Donc la religion céleste, elle a quand même un avantage. Et alors donc, si vous voulez, dans une époque où à nouveau ressuscitent les angoisses, une angoisse du futur qui en plus est aggravée parce qu'on a perdu la croyance au progrès comme long d'histoire. Parce que, disons, les laïcs, les républicains, les disciples de Condorcet au début du XXe siècle, les instituteurs, ils pensaient qu'ils avaient une sorte de foi. Ils avaient du foi que le progrès moral, le progrès économique, le progrès démocratique, le progrès rationnel, tout ça irait ensemble. Ce n'était pas une religion totalitaire, c'était une religion d'espérance. Et là aussi, nous avons une crise du progrès et donc ce que la composerait. Donc, dans cette décadence et dans une période, le religieux revient. Et d'ailleurs, on peut voir dans quelles circonstances. Prenez par exemple dans le monde arabe. Dans le monde arabe, il y a eu d'abord une cause qui a été la décolonisation, qui a été l'indépendance. Bon. Et qui n'est pas strictement religieuse, tout en cédant, évidemment, les symboles religieux. Mais, alors après, vous avez eu l'échec des démocraties arabes. Vous avez eu l'échec du socialisme arabe. Parce qu'il y a eu un socialisme arabe, vous avez eu le Batch, vous avez qui ont eu le pouvoir et qui se sont transformés en dictature sanglante. Vous avez eu l'échec d'une économie autonome avec la colonisation économique venue des pays dominants. Donc tous ces échecs-là, dans des conditions d'humiliation, de sentiment d'avoir appartenu à une grande civilisation qui est aujourd'hui méprisée, tout ceci a amené la renaissance de la piété et de la religion dans beaucoup de pays du monde arabe. Moi, par exemple, je me souviens, je vais au Maroc depuis 1905, depuis l'indépendance, et à l'époque où j'étais dans les villes, aucune femme ne portait le voile. Même le jour de Ramadan, quelqu'un pouvait manger dans un restaurant. Aujourd'hui, ça a disparu, la religion est devenue très prégnante, et elle n'est pas devenue fanatique, mais elle est devenue très forte. Et puis vous avez toujours une branche fanatisée qui s'est développée, une branche intégriste, etc. Bon. Donc le retour de la religion vient de ceci. Et dans des pays où elle était restée très forte, comme aux États-Unis, vous avez une nouvelle poussée avec les évangélistes. Et remarquez, c'est très remarquable de voir que les évangélistes ont fait d'énormes progrès au Brésil, etc. Là aussi, les pays d'Amérique latine, ils ont vécu dans des espoirs d'émancipation, de liberté, d'une vie meilleure et de démocratie. Et là aussi, ça vit dans une crise épouvantable. Et donc, si vous voulez, on revient à cette idée, la religion apporte une espérance, ne serait-ce que transcendante, apporte une consolation que toute prière fait du bien, psychologique. Donc, si vous voulez, le retour des religions se fait dans le vide total d'une espérance, d'une croyance positive, d'une amélioration de l'humanité sur la Terre.
Je pense que s'il y avait quelque chose de positif qui se développerait, il y aurait moins ce développement de la religion. Merci. Nous allons prendre une toute dernière question parce que nous devons avancer dans cette journée. Monsieur... On m'a donné le micro. Ah, excusez-moi. Alors, monsieur, je vous en prie. Déjà, c'est un grand honneur de pouvoir discourir avec vous, monsieur Edgar Morin. Vous avez parlé, en fin de compte, que finalement, l'être humain doit se questionner continuellement, finalement. Et n'est-ce pas un peu légitimer une certaine désobéissance civile, c'est-à-dire résister pour exister, et surtout se demander si toujours nous sommes sur le chemin de ces valeurs fondamentales qu'ont été les déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789, renouvelées en 1948 par l'ONU, ou si, eh bien, demain, nous nous évadons vers d'autres chemins, vers les obscurantismes, et là, on sait que c'est forcément des guerres, des barbaries qui seront... faut-il pas tout miser sur une éducation repensée et revisitée? Oui, écoutez, vous posez une très vaste question. Tout d'abord, vous disiez que tout ceci doit nous amener à nous interroger nous-mêmes. Je pense aussi, et je ne l'ai pas dit, j'ai eu tort, que si la réflexion nécessaire à l'éthique nécessite l'auto-examen et la capacité d'autocritique, parce que nous savons que l'être humain tente à s'aveugler lui-même, à se mentir à lui-même. Donc nous avons besoin de lucidité. Et cette auto-interrogation, cette introspection que pratiquait si bien Montaigne, par exemple, est un exemple. Et je pense que notre système d'éducation lui-même devrait inciter à cet auto-examen qui a toujours besoin aussi du regard d'autrui pour l'aider. Je pense aussi que notre système d'éducation n'est pas adéquat parce que ce n'est pas des leçons de morale et des leçons de civisme qui sont importantes. Vous savez, c'est surtout les bons professeurs sont ceux qui donnent l'exemple. Ce sont ceux qui deviennent exemplaires, qu'on a envie d'imiter. Ce sont ceux qui sont des modèles. Si on tient un peu le discours. Et alors, là, il y a un grand problème et qui peut se résumer dans la formule suivante. Ceux qui ne se régénèrent pas dégénèrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est acquis dans l'histoire humaine. La démocratie n'a jamais été un acquis irréversible. Nous l'avons vu et nous risquons de le voir encore. Les vertus, la solidarité, nous l'avons vu, je l'ai dit, n'est pas un acquis irréversible. Je veux dire que tout doit se régénérer. Et l'école devrait nous apprendre cette vérité fondamentale. Et la régénération est de se ressourcer en soi-même dans ces choses que nous avons en nous, c'est-à-dire cette chose qui nous pousse non seulement à affirmer le moi, je, mais à nous lier à un tout. L'harmonie, qui n'est jamais totale, c'est la réalisation de ces aspirations personnelles au sein d'une communauté qui elle-même est une communauté ouverte. Voilà ce qu'il faudrait enseigner. Enseigner à vivre. On enseigne des choses utiles pour la vie. On n'enseigne pas à pouvoir affronter les problèmes de la vie. On n'enseigne pas, par exemple, la compréhension d'autrui, qui est une des vertus fondamentales de l'éthique. Et pas seulement de l'éthique, mais de la vie quotidienne. Un des poisons de leur vie quotidienne, ce sont les incompréhensions multiples entre nous, y compris dans des familles, y compris dans des bureaux, y compris dans des universités. Enseigner à affronter les incertitudes de l'existence, là aussi c'est une leçon
de vie qui en même temps comporte son aspect éthique. Donc, si vous voulez, nous avons à faire un travail de refondation qui n'est pas seulement de régénération de l'éthique, qui est un peu de refondation de la pensée politique, de la pensée tout court, très difficile dans cette époque où domine la pensée compartimentée, la pensée qui elle-même est unilatérale, qui est incapable de voir les complexités humaines, parce que tout ce que je vous ai dit, c'est de voir que tout part du fait que tout ce qui est humain et complexe peut avoir les aspects les plus beaux, les plus positifs et les aspects les plus négatifs, de voir. Or, si on oublie ça, on est incapable d'agir politiquement comme d'agir correctement, civiquement et comme d'agir éthiquement. C'est vrai qu'il y a un grand problème et qui suffit pas. Moi, je ne peux que l'indiquer. On ne peut pas. Ça nécessite une réforme de fond. Et je demande aux politiques ici présents de réfléchir un peu et de le mettre dans leur perspective. Merci bien. Merci Edgar Morin. Merci beaucoup. Merci. Avant de vous quitter, je voulais signaler ce livre de souvenirs que vous avez écrit et qui est paru il y a quelques semaines aux éditions Fayard. Ça s'appelle « Les souvenirs viennent à ma rencontre ». C'est une lecture formidable, bien mieux que le Goncourt, que je n'ai pas lu, mais enfin, j'imagine. Si vous avez des cadeaux à faire à vos proches pour Noël, vraiment, c'est un très bon livre. N'hésitez pas à le faire. Edgar Morin, merci infiniment pour votre intervention. Alors, je vais vous demander, mesdames et messieurs, de rester à vos places parce que nous allons maintenant entrer dans le vif de nos débats en ouvrant la première table ronde. Je vais céder la place à ma consoeur Valérie de Senneville. Première table ronde qui sera consacrée donc à l'éthique dans les entreprises, une table ronde consacrée donc à la compliance. Et nous poursuivrons notre matinée par une table ronde consacrée à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup.